Bonjour à tous. L'endroit que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Coulor semble sorti d'un rêve, un univers fantasmagorique que l'on doit au génie d'un architecte. Imaginez un cinéma en forme d'œil ou encore un musée inspiré par le squelette d'un dinosaure. Et cet endroit magique, il est sorti de terre dans l'une des régions les plus dynamiques d'Espagne. Bienvenue à Valencia, bienvenue à la Cité des Arts et des Sciences. Ce complexe culturel, c'est l'œuvre de Santiago Calatrava, un architecte connu dans le monde entier. 350 000 m² d'espace futuriste dédié à la connaissance. Mais les millions de touristes qui viennent ici viennent également pour se détendre. C'est ce que nous ferons nous aussi. Mais sans plus attendre, place au sommaire. Aujourd'hui, Evelyne change de métier. Elle va se glisser dans la peau d'un dresseur de dauphins à l'aquarium de Valencia. Nous partirons aussi pour Elche découvrir la plus belle palmeraie d'Europe. Des arbres étonnants dont certains ont traversé plusieurs siècles. L'invité d'Evelyne est aujourd'hui le directeur de la Cité des Arts et des Sciences, Manuel Toaria. Mais tout de suite, nous allons découvrir ce complexe extraordinaire en compagnie d'un architecte et d'un scientifique. Des constructions futuristes entourées de plans d'eau et de jardins paysagers. Le plus grand aquarium d'Europe et ses spectacles de dauphins. Un musée de la découverte scientifique, des espaces consacrés à la culture et au 7e art, et même un immense jardin suspendu. La Cité des Arts et des Sciences de Valencia est la dernière étape de l'aménagement urbain de l'ancien lit du Túria, le fleuve détourné hors du centre-ville après les crues de 1957. Conçu par Santiago Calatrava, qui collectionne les distinctions internationales pour ses réalisations dans le monde entier, les constructions de la CAC sont désormais étudiées dans les plus grandes écoles d'architecture et d'ingénierie. Valence possède 2 voire 3 grandes écoles d'architecture. L'architecture a toujours fait partie de la cité. C'est une ville qui a vu passer de nombreuses cultures différentes et elles ont laissé des traces très intéressantes dans l'urbanisme. À l'exception de la grand voile du pont de la Serradora, les 6 édifices du complexe sont réalisés en béton blanc, recouverts par endroits de tessons de céramique. Ce qu'on peut voir à la Cité des Sciences de Valence, c'est d'abord un complexe architectural réalisé principalement par Santiago Calatrava, un architecte international et bien sûr valencien. C'est une figure de la ville, il a réalisé un complexe emblématique pour Valence. On peut voir ici les éléments dynamiques de cet ensemble, avec les portes qui s'ouvrent et se ferment, tout comme la verrière latérale. Elle sert aussi bien de terrasse que d'espace de transition avec les bassins et forme une grande zone extérieure qui permet d'accueillir toutes sortes d'événements. Calatrava, disons qu'il est assez critiqué en Espagne, parce que ses œuvres sont controversées. C'est une architecture basée sur la forme, très plastique, qui s'éloigne des lignes rationnelles de l'architecture moderne espagnole et de celle des grands maîtres comme Le Corbusier et Frank Lloyd Wright. Moi, je les vois davantage comme une sculpture, une œuvre artistique à laquelle on attribue une fonction, que comme une œuvre architecturale pure qui doit d'abord répondre à une fonction.
Malgré quelques réserves, certaines réalisations font l'unanimité. C'est le bâtiment qui me plaît le plus, à part le musée océanographique. Je trouve que c'est un édifice très important du point de vue architectonique, c'est-à-dire que l'esthétique et les technologies mises en œuvre se répondent en utilisant les matériaux les plus fins. Quand il y a des progrès technologiques, il est bon de le montrer. À l'intérieur du bâtiment, le musée des sciences présente également au public les dernières technologies, sous forme d'expériences scientifiques, toujours proposées de manière ludique. Il y a là la même quantité d'eau que n'en contient mon organisme. Notre objectif est de proposer au public des expériences uniques qui permettent de découvrir la science par la manipulation des éléments et des choses les plus étonnantes. Cela permet d'apprendre tout en se divertissant. Les grands progrès scientifiques réalisés par l'homme sont ici expliqués de façon simple et visuelle, pour permettre à tous les publics de comprendre comment la science s'est installée dans leur vie de tous les jours. Toutes les expositions du musée sont susceptibles d'évoluer. Nous proposons sans cesse de nouveaux contenus, de nouvelles expositions. Ainsi, le public qui visite le musée, d'une année sur l'autre, ne verra pas forcément la même chose, parce que nous sommes en constante évolution. Vous avez ici par exemple un cœur vu de l'intérieur. Vous voyez ici ces valves. En plus des expositions, nous proposons des ateliers didactiques, nous avons des animateurs scientifiques qui interagissent avec le public et au travers d'expériences passionnantes, ils expliquent de nombreux concepts relatifs à la science. De la biologie à la conquête des étoiles, lorsque la science devient spectacle. Quand un visiteur trouve une expérience qui le fascine, c'est notre récompense. Nous proposons une grande variété de concepts, d'interactivité, de thèmes, de telle sorte que le visiteur trouvera forcément quelque chose qui rejoint ses centres d'intérêt, qui capte son attention et lui permet d'en profiter. Entre ciel et mer, la Cité des Sciences a un univers complet expliqué à l'homme. Alors, je vais me changer parce que je vous réserve une belle surprise. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, j'y vais. Nous sommes à présent dans l'Aquapark de Valence. Alors pour vous donner un petit peu une idée de l'immensité des lieux, écoutez ces chiffres. 42 millions de litres d'eau, 45 000 poissons et plus de 500 espèces. Et parmi elles, les plus sympathiques, les dauphins. Je vais aller les rejoindre tout de suite. À l'aquarium de Valence, les rois de la fête, ce sont eux. Au cœur de la ville, ils bondissent des bassins. Et aujourd'hui, c'est Evelyne qui va se glisser dans la peau d'un dresseur. Avant de commencer, elle va faire connaissance avec Neptune, le dieu du delphinarium, qui se prépare sans trop de stress pour le spectacle de ce matin. Quelques tours dans le bassin pour se détendre les nageoires et apprivoiser Evelyne.
Avec Hector, le responsable des soigneurs, elle va s'initier au code de communication des dauphins. Caresse-le. Allez, caresse-le bien. Il est doux, hein? Dans cette piscine, nous avons 2 dauphins, Neptune, le mâle, et une femelle. Le mâle est né ici et c'est le premier dauphin venu au monde au delphinarium il y a 8 ans. Je vais te montrer comment nous faisons pour les entraîner. La première chose que nous allons voir est comment montrer un point à l'animal pour lui apprendre à le toucher. Ensuite, nous utilisons le sifflet. C'est l'unique signal sonore que nous utilisons. Tous les autres signaux avec lesquels nous communiquons passent par la main, le bras, le pied, le corps. Il n'y a pas d'autre signal auditif que celui-ci. Quand nous faisons ce geste, l'animal suit. Pour commencer l'entraînement, on commence très lentement pour que l'animal puisse associer le geste, puis on avance par petits pas. C'est seulement une fois que l'animal a compris qu'il pouvait nous toucher le poing que l'on passe à l'étape suivante. Nous le faisons en utilisant les mouvements naturels du dauphin. Ce qu'il fait ici, il le fait aussi en liberté. La différence, c'est qu'ici, il le fait aussi lorsqu'on le lui demande. On lui envoie un signal pour qu'il réponde. Alors, installe-toi ici. Quand je te le dis, il faut ouvrir les mains et bouger tes doigts comme ça. D'accord ? Ça, c'est le signal pour leur demander de chanter. Maintenant, on va leur demander de faire la même chose que nous. Mets tes mains comme ça et fais ce geste. C'est bon ? Voilà, quand tu frappes dans les mains, pour l'animal, ça signifie que tu lui demandes de tourner sur lui-même. Mais parfois, Neptune n'a pas envie de faire ses vocalises et préfère s'amuser. Dans ce cas-là, les dresseurs ont eux aussi un tour dans leur sac pour le motiver. Au tir au poisson, Evelyne fait mouche un coup sur 2. Très bien, et maintenant pour finir, tu vas le saluer et il va te saluer. Voilà, agite ta main. Au revoir. Ça t'a plu? Bien, mais c'est pas tout ça. Il faut aussi travailler. Le spectacle des dauphins va commencer dans quelques minutes. Et Hector doit régler avec les autres soigneurs les détails du show. Un peu de musique pour faire monter l'ambiance. Et comme les dauphins sont très joueurs, ce sont les dresseurs qui vont leur montrer l'exemple.
sciences de Valencia, je vais rejoindre tout de suite son directeur, Manuel Toaria. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cet endroit extraordinaire. Oh, c'est la Cité des Arts et des Sciences. Ça veut dire tout. Art et science, c'est la culture, avec un C majuscule. Alors justement, quelle est la philosophie de cet endroit? L'idée générale était de joindre un petit peu les deux bouts de la culture. La culture a été toujours considérée comme littéraire, artistique, mais pas du tout scientifique ou technologique. Alors que tout fait partie de ce qu'on pourrait appeler la possession des humains, ce que nous sommes capables de développer parmi des siècles et des siècles d'histoire. Donc la science, la technologie, les arts évidemment, mais la musique, les beaux-arts, etc., tout ça, ça fait partie d'un seul ensemble. Alors, Cité des Arts et des Sciences, c'est quand même assez vaste. Il n'y a pas tous les arts, il n'y a pas toutes les sciences, mais il y a quand même un musée de sciences. Il y a quand même un planétarium immense avec un IMAX, tout ça. Il y a un théâtre de l'opéra, il y a un immense aquarium, il y a un petit peu de tout. Alors justement, vous parliez du côté interactif de cet endroit. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple? Si on veut montrer un concept, une idée, quelque chose qui soit plus que la compréhension très fine des choses, c'est l'énergie, la transformation de la matière, n'importe quoi. Là, il faut faire vraiment avec des concepts nouveaux que les gens ne connaissent pas. Et comment ça? En jouant, en faisant des expériences, mais expériences de labo par soi-même. Il n'y a pas un prof qui vous donne une leçon avec un tableau noir. Non, non, non. C'est toi qui fais ta propre leçon, si tu veux. Sinon, tu vas ailleurs. Il y a des tas de propositions, donc tu cherches ce que tu veux. Donc c'est très libre. C'est amusant pour ça. On n'est pas obligé de faire un parcours. On fait ce qu'on veut. Mais en même temps, nous trichons. Nous qui développons les expos savons que les gens qui jouent à ça apprendront quelque chose. Mais on ne fait pas d'examen à la sortie. Il y a même plus de questions en sortant que lors de la rentrée. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose dedans qui nous a fait penser, et nous a fait penser à d'autres questions qu'on n'avait pas au début. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Justement, 5 millions de visiteurs chaque année. Qui sont les gens qui viennent ici? C'est des gens qui viennent parce qu'ils trouvent que passer une journée à un endroit comme celui-ci vaut le coup, comme de passer une journée à la plage ou mangeant de la bonne paella. Pourquoi pas? C'est du tourisme aussi intelligent de prendre le soleil alors qu'on est en vacances que de venir ici et jouer un peu, apprendre un peu et s'amuser avec les enfants. Comment vous voyez l'avenir de ce musée? Je crois que c'est un bon avenir parce que l'expérience prouve que partout dans le monde, ces musées-là se multiplient de plus en plus. Et tous ont un énorme succès. Ça veut dire que les gens veulent ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde complètement plein de technologies. La télé, n'importe quoi, les téléphones portables, tout, c'est de la technologie et personne ne comprend ça. Sachez de quoi il s'agit, venez ici et en plus vous vous amuserez. C'est un petit peu le message. Manuel Toaria, muchas gracias. Un plaisir, venez, venez, on est là. Nous allons à présent quitter la Cité des Arts et des Sciences pour découvrir une perle naturelle de la région de Valencia. 200 000 arbres, dont les plus vieux ont 300 ans. Quand on les regarde, on pourrait penser qu'on est au Maroc ou encore en Tunisie. Et pourtant, nous sommes bien en Espagne, dans la palmeraie Elche, que je vous propose de découvrir tout de suite en compagnie de ceux qui en prennent soin au quotidien. Regardez. C'est au Xe siècle, à l'époque de la construction de la cité islamique d'Elche, que fut aménagée cette merveilleuse palmeraie. En ces temps-là, une grande partie de la péninsule ibérique était arabe. La palmeraie d'Elche se dresse telle une oasis sur les terres arides de la région. Et le lieu a conservé intacts les systèmes d'irrigation créés à l'époque d'Al-Andalus. Traditionnellement, le poste de palmerero se transmet de père en fils, c'est familial. Mais pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, je vis ici à Elche et depuis que je suis tout petit, les palmiers me fascinent. Mon père n'était pas palmerero, ni personne d'autre dans ma famille. Je cherchais du travail et comme il y avait des formations organisées pour s'occuper des palmiers, je m'y suis mis et j'ai été reçu. La palmeraie a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus grande concentration de dattiers en Europe et un musée du palmier est dédié au lieu.
Elche, ce sont plus de 200 000 arbres dont certains comportent plusieurs troncs. Le plus vieux a dépassé 3 siècles. Chaque jour, David Macia fait le tour du domaine pour s'assurer que les arbres sont en bonne santé. Un métier qui fait appel à des gestes inventés par les anciens phéniciculteurs. La palmeraie d'Elche a toujours eu une vocation agricole. Nous avons hérité des Arabes ce mode de culture. Nous avons des sols qui ressemblent beaucoup aux sols des oasis d'Afrique, et la palmeraie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, tient vraiment son origine des Arabes. Les personnes chargées d'entretenir le parc doivent prêter une attention toute particulière aux arbres et surtout au système d'irrigation traditionnel. À partir de 1986, la palmeraie fut protégée par la loi. On a commencé à récupérer de nombreux jardins et en 2000, elle fut classée au patrimoine mondial de l'humanité. La palmeraie comporte plusieurs zones mises en valeur grâce aux canaux d'irrigation créés à l'origine et entretenus jusqu'à nos jours. Nous sommes dans le jardin de San Plácido, un jardin traditionnel qui représente le mieux ce qu'était la palmeraie à l'origine. En fait, la palmeraie d'origine était un domaine agricole divisé en plusieurs jardins familiaux. Tous les jardins se ressemblent, ils sont comme ici, formés d'un rectangle entouré de palmiers. Au centre, il y a les cultures. Ce rectangle est appelé le bancales. On y trouve des arbres fruitiers, des figuiers, des grenadiers, des oliviers, les plantes méditerranéennes. Les palmiers peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et pour se hisser sur les troncs, la technique n'a pas changé depuis des siècles. C'est la forme antique du harnais que nous continuons d'utiliser de nos jours. Il est important que cette fleur soit fécondée par la fleur du palmier mâle. Vous voyez la différence? Ça, c'est la femelle et ça, c'est la fleur mâle avec le pollen. Dans la nature, c'est le vent, les insectes qui pollinisent. Mais par sécurité et pour une meilleure qualité de dattes, on fait la fécondation artificiellement. En fait, je m'aide d'un roseau pour placer la fleur chargée de pollen exactement là où il faut. On commence à travailler très tôt le matin et comme c'est un travail difficile, on essaye de finir à midi. C'est valable aussi bien pour les exploitants qui sont à leur compte que pour les autres. C'est très physique, mais c'est un travail qui me convient. La palmeraie, David en connaît les recoins les plus inattendus. Pourtant, chaque jour apporte de nouvelles découvertes qu'il partage avec les visiteurs. Voilà, c'est ici, au cœur de la Cité des Arts et des Sciences de Valencia, que se termine notre émission d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura su vous séduire. N'oubliez pas qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes, même jour, même heure. Et d'ici là, faites comme moi, gardez les yeux et l'esprit bien ouverts. Ciao!
Buongiorno a tutti, contenta di ritrovarvi. Un luogo che ci accoglie oggi pare isciuto di un sogno, ma infatti di una realtà che il talento e il genio di un uomo hanno reso possibile. Una città nuova spagnola dedicata alla conoscenza. Benvenuti in Valencia, benvenuti alla città dell'arte e delle scienze. Un museo che si assomiglia a un scheletro preistorico, un cinema in forma d'occhio aperto, un acquario che pare un fiore. Questo luogo scemo è il lavoro dell'architetto Santiago Calatrava. Qui si può imparare, ma di non profitare, e ciò che noi vedremo oggi, ma prima di tutto, ecco il programma. Questa installazione straordinaria a Città dell'Arte e delle Scienze è un luogo in cui si impara e si yoga. Noi giocheremo qui delfini in dell'acquario. E per principiare la nostra missione, abbiamo cercato di scoprire i luoghi con l'occhio di un architetto e poi faremo un po' di esperienze a un museo di scienze. Questa costruzione di un futuro a mezza natura, l'acquario più maggiore d'Europa con i suoi spettacoli di delfini, un museo di scoperta scientifica e i suoi spazi dedicati alla cultura e al cinema, la Città dell'Arte e delle Scienze è il primo luogo a visitare in Valencia. Tutto è principiato 50 anni fa, dopo il piene di un fiume Turia, quando la città ha deciso di seccarlo e di fargli pigliare un'altra strada. Da tanto, il anziano letto è stato trasformato in giardini e l'ultima tappa è stata la creazione di questi palazzi da Santiago Calatrava, un famoso architetto internazionale nato qui come studiato oramai in tutte le scuole d'architettura. Valence possède 2 voire 3 grandes écoles d'architecture. L'architecture a toujours fait partie de la cité. C'est une ville qui a vu passer de nombreuses cultures différentes et elles ont laissé des traces très intéressantes dans l'urbanisme. Le 6 costruzioni di città sono tutte differenti, ma l'unità dell'insieme viene dalle sue materie e di un bianco adoprato. Ce qu'on peut voir à la Cité des Sciences de Valence, c'est d'abord un complexe architectural réalisé principalement par Santiago Calatrava, un architecte international et bien sûr valencien. C'est une figure de la ville, il a réalisé un complexe emblématique pour Valence. Calatrava, disons qu'il est assez critiqué en Espagne parce que ses œuvres sont controversées. C'est une architecture basée sur la forme, très plastique, qui s'éloigne des lignes rationnelles de l'architecture moderne espagnole et de celles des grands maîtres comme Le Corbusier et Frank Lloyd Wright. Moi, je les vois davantage comme une sculpture, une œuvre artistique à laquelle on attribue une fonction, que comme une œuvre architecturale pure qui doit d'abord répondre à une fonction. Certe sono criticate, ma si può dire che la maggior parte è una riuscita. In Trento, come fora, un museo di scienze ha saputo mettere insieme tutte le tecnologie di punta che il pubblico può scoprire facendo esperienze e giocando.
Il y a là la même quantité d'eau que n'en contient mon organisme. Notre objectif est de proposer au public des expériences uniques qui permettent de découvrir la science par la manipulation des éléments et des choses les plus étonnantes. Cela permet d'apprendre tout en se divertissant. Vous avez ici par exemple un cœur vu de l'intérieur. Vous voyez ici ces valves. En plus des expositions, nous proposons des ateliers didactiques, nous avons des animateurs scientifiques qui interagissent avec le public et au travers d'expériences passionnantes, ils expliquent de nombreux concepts relatifs à la science. Da biologia a conquista di un spazio, i progressi di tecnologia e di scienza diventano un spettacolo. Alors, je vais me changer parce que je vous réserve une belle surprise. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, j'y vais. Siamo qua nell'acquapark di Valencia. Alors, per darvi un'idea, state assente. 42 milioni di litri d'acqua, 45.000 pesci e 500 specie, tra i quali i delfini, i più simpatici, e tempo per me acqua di Ciuttamigunelli. Il est doux, hein? Dans cette piscine, nous avons deux dauphins, Neptune, le mâle, et une femelle. Le mâle est né ici et c'est le premier dauphin venu au monde au delphinarium il y a 8 ans. Je vais te montrer comment nous faisons pour les entraîner. La première chose que nous allons voir est comment montrer un point à l'animal pour lui apprendre à le toucher. Ensuite, nous utilisons le sifflet. C'est l'unique signal sonore que nous utilisons. Tous les autres signaux avec lesquels nous communiquons passent par la main, le bras, le pied, le corps. Il n'y a pas d'autre signal auditif que celui-ci. Quand nous faisons ce geste, l'animal suit. Pour commencer l'entraînement, on commence très lentement pour que l'animal puisse associer le geste, puis on avance par petits pas. C'est seulement une fois que l'animal a compris qu'il pouvait nous toucher le poing que l'on passe à l'étape suivante. Nous le faisons en utilisant les mouvements naturels du dauphin. Ce qu'il fait ici, il le fait aussi en liberté. La différence, c'est qu'ici, il le fait aussi lorsqu'on le lui demande. On lui envoie un signal pour qu'il réponde. Alors, installe-toi ici. Quand je te le dis, il faut ouvrir les mains et bouger tes doigts comme ça. D'accord ? Ça, c'est le signal pour leur demander de chanter. Maintenant, on va leur demander de faire la même chose que nous. Mets tes mains comme ça et fais ce geste. C'est bon ? Voilà, quand tu frappes dans les mains, pour l'animal, ça signifie que tu lui demandes de tourner sur lui-même. Mais parfois, Neptune n'a pas envie de faire ses vocalises et préfère s'amuser. Dans ce cas-là, les dresseurs ont eux aussi un tour dans leur sac pour le motiver. Au tir au poisson, Evelyne fait mouche un coup sur deux. Très bien, et maintenant pour finir, tu vas le saluer et il va te saluer. Voilà, agite ta main. Au revoir. Ça t'a plu ?
Bien, mais c'est pas tout ça. Il faut aussi travailler. Le spectacle des dauphins va commencer dans quelques minutes. Et Hector doit régler avec les autres soigneurs les détails du show. Un peu de musique pour faire monter l'ambiance. Et comme les dauphins sont très joueurs, ce sont les dresseurs qui vont leur montrer l'exemple. Culori déjà compiuto oggi, spero che sta spaziata vi è piaciuta assai. Prossimo appuntamento da qui a qualche giorno, sempre non ta France Recoursi a Biastel, e da qui a tanto, fate come me, tenete le aberti. Ciao!